America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Mariam Abdou pour vous accompagner au micro. Israël a informé l'Égypte de son intention de mener une opération militaire pour prendre le contrôle du corridor de Philadelphie dans le sud de la bande de Reza. Cet axe, appelé également corridor Salah ad-Din, est une étroite bande de terre de quelques 14 kilomètres qui longe la frontière entre l'Égypte et la bande de Reza. Après le retrait des forces d'occupation de l'enclave en 2005, un accord dit accord de Philadelphie est conclu avec l'Égypte. Par ce texte, il est entendu que le Caire déploie 750 gardes frontières pour patrouiller le long de la ligne de démarcation du côté égyptien, l'autre côté de la frontière devant être contrôlé par l'autorité palestinienne. L'Égypte met en garde l'entité d'occupation concernant son intention de prendre le contrôle du corridor de Philadelphie. Sisi avertit contre toute tentative de transfert de population palestinienne de Reza vers le Sinaï. لأن احنا نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر. نحن دولة ذات سيادة نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. Avec nous en ligne à partir de Genève, Monsieur Hani Abdelaziz, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été sous-secrétaire général à l'ONU. Monsieur Hani Abdelaziz, à la Cour internationale de justice, l'entité d'occupation a accusé l'Égypte d'empêcher le passage de l'aide humanitaire destinée à Reza. Comment réagissez-vous à ces accusations ? De ma part, je pense, d'après les informations aussi que je peux recueillir, il n'y a aucune objection ni aucune contrainte du côté égyptien pour le passage de toutes les aides humanitaires par ce passage et par d'autres passages. Ma question la plus importante, pourquoi aujourd'hui l'on détourne le problème réel de la situation, le problème réel de la Palestine tout entière pour le limiter à un aspect purement humanitaire. Le problème n'est pas humanitaire dans son essence. Le problème est politique et militaire en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux problèmes humanitaires pressants. Bien au contraire, il le faut, je ne le nie pas, mais de limiter l'action du monde arabe et islamique. Il faut s'attaquer aux causes profondes du problème qui existe actuellement et qui existe depuis au moins 1897, c'est-à-dire depuis la fameuse conférence de Bâle de Théodore Herzl. Le problème serait donc, est donc, l'occupation de la Palestine ou le refus d'octroyer aux Palestiniens un État comme cela est souhaité et indiqué par différents textes onusiens, en l'occurrence, Monsieur Hani Abdelaziz. Absolument, vous avez amplement raison, madame, qu'il faut retourner soit aux textes d'Oslo qui ont été ignorés, signés depuis 17 ans, mais totalement ignorés par les autorités israéliennes qui pourraient garantir les droits légitimes du peuple palestinien à avoir un État sur le même pied d'égalité des autres États de la région. Cette volonté expansionniste a aujourd'hui d'autres aspects, Monsieur Hani Abdelaziz. La route qui borde la frontière de Reza avec l'Égypte est devenue un enjeu stratégique pour Israël dans sa guerre contre l'enclave palestinienne. Quelle est la marge de manœuvre de l'Égypte et comment jugez-vous tout ce qui a été dit
ou tout ce qui a été fait ou non fait à ce sujet, Monsieur Hani Abdelaziz? Tout d'abord, la question du passage de Philadelphie ou de Saladin, comme on l'appelle, Oui. est une déviation du problème réel. J'aimerais bien que l'on s'attaque, les médias, les politiciens, toutes les personnes et entités concernées s'attaquent aux raisons réelles du problème de Philadelphie, qui est le résultat tout de même de la continuation du problème palestino-israélien, de la question palestinienne. Appelons comme il se doit. C'est une question palestinienne qui est d'abord politique, ensuite militaire. L'humanitaire et le passage de Philadelphie seront résolus d'eux-mêmes dès qu'un accord global réalisé sur le terrain, je dis bien qu'il soit réalisé sur le terrain, parce que les accords écrits, nous en avons vu des dizaines qui n'ont pas été appliqués par les Israéliens, appuyés par les grandes puissances occidentales, à leur tête les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et aussi l'Autriche, peut-être d'autres pays. C'est là où j'aimerais personnellement que les efforts soient concentrés pour saisir cette opportunité pour arriver à une solution réelle, mais juste, de la question palestinienne. Le problème du corridor de Philadelphie qui fait 13-14 kilomètres, Oui. ce passage fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Égypte et Israël qui stipule, entre autres, l'existence de certaines troupes égyptiennes dans la région depuis la dernière guerre Gaza-Israël. Je pense que la position égyptienne est très claire, qu'elle ne leur permettra pas le changement de la situation sur ce corridor sans un accord ou sans revoir l'entité de la question. Et ne permettra pas, et ne sera pas satisfaite du tout, à mon avis, de voir les Israéliens par la force brutale qui les catégorise, Oui. ou d'essayer d'utiliser le corridor dans leurs idées. Vous l'avez très bien dit, je suis absolument d'accord avec vous, dans leurs idées expansionnistes. Les Israéliens, à mon propre avis, je répète, veulent contrôler la bande de Gaza dans leur désir d'étendre le territoire encore plus, un pas de plus, jusqu'à l'arrivée à ce qu'ils ont toujours considéré comme une révélation toharique du fleuve de l'Égypte, c'est le texte exact de la Torah, Oui. que le grand Israël devrait s'étendre du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Exact. Voilà ma crainte. Même la crainte de displacement de Palestiniens vers le Sinaï. D'abord, je dirais que l'Égypte contient 9 millions de réfugiés arabes et africains, yéménites, soudanais, etc., etc., etc. L'Égypte n'en peut plus. C'est un pays déjà surpeuplé. Et même si un déplacement était temporaire, nous savons très bien que le temporaire s'étend par la suite et devient du permanent. Monsieur Hani Abdelaziz, le corridor de Philadelphie, ou corridor Saladin comme il est également appelé, a été établi comme un tampon lors des accords de Camp David en 1979. Les différents pouvoirs politiques, les différents politiques qui se sont succédés au Caire, en Égypte, ne touchent pas aux accords de Camp David. Toutefois, Netanyahou a déclaré ceci le 30 décembre dernier. Le corridor de Philadelphie doit être entre nos mains et sous notre contrôle. Et tout arrangement autre que celui-là ne sera pas accepté par Israël, dit-il. N'est-ce pas une violation des traités internationaux? Comment, dans ces conditions, le Caire doit agir, à défaut réagir? Je peux vous refléter le sentiment que j'ai personnellement et que partagent beaucoup d'autres Égyptiens qui m'entourent, que, d'abord, l'Égyptien moyen, l'Égyptien en général, n'acceptera pas qu'on ne touche à un grain de sable de Sinaï, qui est du territoire égyptien depuis plus de 7000 ans, depuis l'écriture. Alors voilà, c'est un point essentiel et c'est un sentiment profond que chacun d'entre nous ressent et en parle. Le corridor n'est pas en Égypte, il faut réaliser cela. Il est sur un territoire palestinien. Oui. Si les Israéliens veulent le contrôler, donc ils dénient les accords qui sont passés d'une part avec l'Égypte et la situation de facto qui existe aussi, que ce corridor serait contrôlé par les autorités palestiniennes par un accord qui suit l'accord de Camp David. Ce n'est pas l'accord de Camp David qui régit le fonctionnement de ce corridor. C'est un autre accord par la suite qui passait, je ne sais pas, en 85-95, après la une des guerres entre Gaza et Israël. Vous savez, en passant, j'ouvre une parenthèse, quand on parle de guerre, vous parlez d'une guerre entre Gaza contre un groupe de militants palestiniens qui essayent de libérer leur pays. Absolument. Contre la 5e plus grande armée du monde. Absolument. Et qui résiste depuis plus de 3 mois. Donc c'est déjà un résultat, c'est déjà une victoire pour les Palestiniens, quel que soit ce qui va arriver par la suite. Et qui démontre que les Palestiniens ont une identité palestinienne pure et simple, le désir profond de s'émanciper
de cette situation et de certains imbroglios qui existent dans la région, mais à des conditions simples et réelles. Il y a la question des droits de retour qui peut être discutée d'une manière ou d'une autre. Il y a la question aussi dans les accords que je ne soutiens pas réellement, que les autorités israéliennes, l'armée, la police peuvent intervenir n'importe quand en Cisjordanie ou à Gaza pour défendre l'ordre public, tout cela. C'est-à-dire l'on veut créer un État fantoche dans cette idée de deux États. Personnellement, et je répète, je parle en mon nom personnel, je ne suis pas très en faveur de cette solution de deux États. Parce qu'il y aura un État armé jusqu'aux dents et un État palestinien totalement désarmé. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une égalité entre les populations, le même droit à l'éducation, le même droit à la santé, etc., grâce aux efforts, bien sûr, de chacune des parties. Mais l'on ne peut pas déjà créer un État comme Andorre ou comme Saint-Marin et va dire les Palestiniens ont un État. Ça serait un État fantoche, madame, excusez-moi. C'est-à-dire un seul État avec une représentation politique en fonction de la démographie qui sursoirait une autre. C'est cela qu'il s'agit, puisque on ne parle plus de deux États. Non, on parle toujours de deux États parce que les personnes ne veulent voir deux États, mais il peut y avoir deux entités qui appartiennent à un seul État, comme le système, par exemple, existe en Bosnie-Herzégovine, avec une autorité centrale un peu plus faible et des entités, que l'une soit juive et l'autre soit palestinienne, avec des prérogatives beaucoup plus importantes. Il y a des possibilités, c'est une idée personnelle. Cet État pourrait s'appeler Jérusalem, pourrait s'appeler XYZ, en garantissant aux deux populations les mêmes droits humains, etc. Les enjeux sont peut-être autrement beaucoup plus différents que ceux qui étaient en Bosnie-Herzégovine. Celui qui a tenté de faire avancer cette idée avait un nom, c'est le comte Bernadotte, qui a été assassiné, si vous le permettez, Monsieur Hani Abdelaziz. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour cela qu'il a été assassiné. Absolument. Le comte Bernadotte avait fait des propositions réalistes qui auraient garanti, et si elles étaient appliquées à ce moment-là, elles auraient garanti, à mon avis, toujours une paix plus ou moins peut-être délicate, peut-être une vraie paix, mais tout le monde en serait satisfait parce que les textes écrits, je n'en crois plus. Je ne crois plus aux textes écrits et signés par les autorités israéliennes. Ça change du jour au lendemain. Alors, à propos de textes écrits par les autorités israéliennes, Monsieur Hani Abdelaziz, j'aimerais que l'on revienne à ma précédente question, à savoir celle relative au corridor de Philadelphie. Selon le Wall Street Journal, des négociations sont en cours pour installer des capteurs le long du corridor de Philadelphie. Le corridor, effectivement, n'est pas en territoire égyptien, mais c'est une zone tampon en territoire, on va dire, palestinien. Toutefois, l'armée d'occupation exige des envois de notification en cas de mouvement de Palestiniens, des exigences émises aux autorités égyptiennes. Alors, je questionne un peu votre expérience dans ce cas-là. Est-ce qu'il s'agirait d'une coopération ou d'une collaboration sécuritaire exigée ou demandée par Israël? C'est une très bonne question, madame. Je l'avoue, je n'ai pas de réponse très claire à ce sujet-là. Ce que je peux dire, c'est que j'ai bien lu dans la presse égyptienne au moins que cette proposition israélienne avait été refusée. Oui. Je parle des médias. La position officielle, je ne l'ai pas entendue. Ceci dit, si la position égyptienne contenue dans les médias locaux était la position de l'État et du gouvernement égyptien, ce serait une bonne chose. L'Égypte ne doit pas s'impliquer, à mon avis, dans cette situation de manière flagrante, de manière armée, ouverte ou cachée. Il y a des moyens d'observation aérienne et pas aérienne, à distance et pas à distance, qui leur permettraient de voir si l'Égypte délibérément fait passer des armes aux Palestiniens. Ils n'ont pas besoin de créer un mur. D'ailleurs, ça avait été créé dans votre pays à un moment donné pendant la guerre de libération. C'est ces barrages de fils de fer. C'est ça, les lignes de Charles et Maurice, oui. Essayé en Algérie et ça n'avait pas réussi. Absolument. Monsieur Hani Abdelaziz, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, madame. Hani Abdelaziz a été sous-secrétaire général à l'ONU et il était avec nous à partir de Genève. Le
secrétaire général de l'ONU a appelé lundi à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Reza. Sur les 2,9 millions d'habitants de ce petit territoire, pilonné sans répit, 1,9 million de Palestiniens ont dû quitter leur foyer. Une réalité qui n'émeut pas pour autant certaines puissances au Conseil de sécurité. Celles-ci opposent leur veto et paralysent toute initiative au sein de l'enceinte. Face à cet état de fait, les Houthis affirment poursuivre leur opération en mer Rouge. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني. Les États-Unis et le Royaume-Uni mettent à exécution leurs menaces. Le commandement militaire américain au Moyen-Orient annonce avoir mené des frappes au sol. Jacques Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, justifie l'opération. Nous ne recherchons pas un conflit régional, loin de là. Et en combinant une dissuasion constante et une diplomatie inébranlable, nous cherchons à arrêter la propagation du conflit et à créer les conditions d'une désescalade. L'Algérie, de son côté, par la voix de son ambassadeur à l'ONU, se distancie de ce qu'elle qualifie de bourreau de Reza et réserve sa voix. Monsieur le Président, nous avons préféré nous abstenir sur ce document parce que nous ne pouvons pas nous associer à un texte qui ignore les 23 000 vies qui ont été perdues ces 3 derniers mois à Gaza. Je vous remercie. Avec nous en ligne, Monsieur Nourdine Joudi, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été ambassadeur d'Algérie dans plusieurs capitales. Vous êtes président de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne. Monsieur Nourdine Joudi, aujourd'hui, le Conseil de sécurité est synonyme de division politique notamment. Écoutez, on sait très bien ce qui se passe au Conseil de sécurité. Ce phénomène du droit de veto est un instrument qui permet de bloquer des situations, comme nous pouvons le constater, chaque fois qu'il y a une proposition de résolution qui vise l'État sioniste. Chaque fois, évidemment, on s'attend à un veto de la part de ses sponsors. Ceci justifie la demande de l'Algérie depuis fort longtemps. Nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait une réforme du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a été créé à un moment donné, juste après la Deuxième Guerre mondiale, pour un nombre limité de pays. Aujourd'hui, nous avons quand même pratiquement le monde entier représenté au sein de l'Assemblée générale. Il faut donc que le tiers-monde, qui ne semble pas avoir la parole, devrait être dûment représenté au même titre que les pays européens ou que les États-Unis. Il faut que la voix du tiers-monde s'exprime. Si nous voulons qu'il y ait un système par lequel la justice s'impose pour quelque pays que ce soit, il faudrait que l'on revoie ce système des Nations Unies pour qu'il n'y ait plus ce système de 2 poids 2 mesures et que les choses soient jugées en fonction de leur réalité et non pas des intérêts égoïstes d'un pays ou d'un autre. Je pense que l'élection de l'Algérie, élection d'ailleurs massive, parce qu'il y a eu très peu de voix qui sont prononcées contre, eh bien la présence de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité va quand même apporter un plus, vu que l'Algérie a son poids spécifique et elle a son mot à dire sur le plan international. Et je pense quand même que pendant ces 2 années, l'Algérie pourra influer quelque peu sur le déroulement des choses. Monsieur Nourdine Joudi, vous parliez de l'Algérie à l'instant. Je rappelle tout de même qu'en 1974, l'Algérie est parvenue à faire exclure les représentants du régime de l'apartheid de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Algérie pourra-t-elle continuer à agir de la même façon, de façon particulière, monsieur Joudi? Et pourquoi pas? Il y a tout simplement une question de volonté. Je crois qu'en 1974, dans les années précédentes, je crois qu'il y avait une volonté forte, très forte, et puis il y avait surtout le fait que l'Algérie paraissait à l'ensemble du tiers-monde, que ce soit les Africains, les Asiatiques ou les Latinos, comme étant le porte-parole du tiers-monde. Il y avait un respect immense pour l'Algérie. Et je pense que, je dis encore une fois, je dis que la voix de l'Algérie va peser au sein du Conseil de sécurité, attachant au principe
fait que nous avions quand même un atout sur les autres. Monsieur Nourdine Joudi, les membres du Conseil de sécurité, justement, à l'unisson, ont condamné le transfert forcé des populations civiles de Reza vers des pays tiers. La séance s'est tenue à la demande de l'Algérie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une manière de contrer ces manœuvres politiques ou contre-politiques au sein même de cette instance? Si oui, comment? Parlons de façon pragmatique. Comment? Tout dépend évidemment des pays voisins de l'entité sioniste. Je crois qu'ils se sont prononcés très clairement, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Jordanie, tous ont dit il n'est pas question de transférer les populations palestiniennes vers l'Égypte, vers la Jordanie ou vers un autre pays. Et c'est exactement ce à quoi aboutit le Conseil de sécurité récemment, et qui ont voté à l'unanimité, y compris les alliés de l'entité sioniste. Ils ont dit qu'il n'est pas question que l'on procède à un transfert. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, si on fait une petite marche arrière vers l'histoire récente, on voit très bien que certains régimes, comme le régime nazi dans la fin des années 30 et les années 40, procédaient à des transferts de population. On se souvient également que lorsque l'Espagne d'Isabelle la catholique, etc., avait fait procéder à un transfert, massif des Juifs d'Espagne, les chassés d'Espagne. Et ce sont les musulmans qui les ont accueillis, c'est le Maghreb qui les a accueillis, et notamment l'Algérie. Donc il y a une loi internationale, en droit international, le transfert de population est absolument interdit. Et je pense qu'il s'agit simplement d'agir dans ce sens-là. Et je pense que même sur le plan pratique, il serait pratiquement impossible pour un pays comme l'Égypte ou comme la Jordanie d'accepter un transfert de population parce que ça deviendrait un problème intérieur de plus pour eux-mêmes. Amal Benjama, ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies, a regretté, je le cite, l'absence d'action sérieuse. Je mets l'accent sur cette expression d'action sérieuse de la communauté internationale pour mettre un terme à ce qui se passe à Reza. Il dira, c'est une honte pour la conscience de l'humanité. Au-delà des discours politiques, va-t-on ou peut-on assister à des démarches concrètes pour freiner un peu ce qui se passe aujourd'hui à Reza, Monsieur Nourdine Joudi? Écoutez, mon ami Ammar sait très bien de quoi il parle. Il a suffisamment d'expérience pour savoir comment agir. Et il a tout à fait raison, parce que il y a une espèce de contradiction fondamentale, pour ne pas dire d'ambiguïté, dans la position des pays qui soutiennent Israël. D'un côté, ils affirment à voix haute qu'ils s'opposent au transfert de population, mais d'un autre côté, ils continuent à fournir au criminel Netanyahou les moyens de procéder, sinon au transfert, à tout le moins de massacres systématiques et d'élimination des Razaouis par la mort. C'est cette ambiguïté qu'il faut lever. Il faut que ces pays-là dont je parle, que ce soit l'administration US ou la Grande-Bretagne ou l'Occident, enfin de manière générale, il faut qu'ils ramènent leur attitude en équation avec leur déclaration. Tout le problème est là. Le problème est de l'ambiguïté permanente. On a beau faire de beaux discours, mais on agit de manière absolument contraire. L'ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies a relevé le soutien de la part de responsables de la puissance occupante qui cherchent, dira-t-il, à mettre un terme à la question palestinienne en évacuant les Palestiniens. Écoutez, récemment, j'ai fait publier un article dans un de nos journaux et qui dit très bien quelle est la démarche que suit actuellement Netanyahou. Il ne faut pas oublier que l'entité sioniste s'est inspirée très largement de la démarche du nazisme à l'époque, c'est-à-dire de l'élimination de certains groupes ethniques. Ce qu'a fait Hitler hier, Netanyahou le fait avec une parfaite fidélité. Et il va même au-delà de ce que Hitler avait conçu. Je citerai simplement une chose que peut-être les gens ne savent pas, mais en 37e congrès de la Congrès sioniste mondial, Netanyahou, qui était Premier ministre à l'époque, en 2012 je crois, avait déjà dit « Hitler n'a jamais cherché à tuer les Juifs ». Vous voyez, déjà sur ce plan-là, vous comprenez à quel point la démarche des sionistes
est similaire à celle du nazisme qui, lui, a été condamné. Pour la précision, Monsieur Joudi, c'était devant le 37e congrès sioniste mondial. Le Premier ministre Netanyahou avait affirmé que Haj Amin al-Husseini avait persuadé Hitler d'exterminer les Juifs. C'était en 2015, me semble-t-il, Monsieur Joudi. C'est les mêmes actions, c'est la même mentalité, c'est la même doctrine. Il ne faut pas oublier que ce sont tous, pour la plupart, ce ne sont pas des séfarades qui à l'origine faisaient partie des populations du Maghreb, du Moyen-Orient, mais ce sont des Ashkénazes originaires de l'Europe de l'Est. Netanyahou lui-même est le petit-fils du rabbin d'un pays de l'Est. Donc, vous voyez un peu que c'est une espèce de racisme qui est profondément ancré dans l'Occident et qu'il continue à exercer actuellement. Monsieur Nour-Eddin Joudi, le Conseil de sécurité est toutefois divisé sur les frappes américano-britanniques sur le Yémen ou contre le Yémen. L'Algérie s'est abstenue. Comment lire cette abstention? Écoutez, l'Algérie, elle a condamné ces bombardements parce que, vous savez que nous avons toujours dit qu'on ne peut pas résoudre un problème important par l'action armée. L'intervention militaire est toujours une forme catastrophique de solution. La solution ne peut se faire que par le dialogue, que par la compréhension mutuelle. Vous savez, maintenant moi je réagis en tant que musulman, lorsque Allah nous dit c'est-à-dire il y a un échange de connaissances réciproques. C'est cela qu'il faut appliquer. Il faudrait que nous comprenions les choses et que l'on dise que ce n'est pas en exerçant la force que l'on peut gagner. Ce n'est pas possible. Vous savez, la France a bien essayé de mater le mouvement nationaliste algérien. Ça a duré peut-être 8 ans, ça a coûté ce que ça a coûté, mais finalement, malgré toute sa puissance, ça n'a pas pu nous empêcher de devenir indépendants. Absolument. Donc il faut absolument que l'on élimine ces solutions par la force. Elles n'ont jamais donné de résultats positifs. Monsieur Nour-Eddin Joudi, avez-vous été étonné, je présume que non, par la saisine de la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud? Vous savez très bien que la démarche de l'Afrique du Sud, nous la soutenons à fond. C'est une démarche normale et je pense qu'aucun pays, je dis bien aucun pays, n'était aussi bien placé que l'Afrique du Sud pour déposer ce genre de plainte. Parce que l'Afrique du Sud a vécu dans sa chair, dans son âme, elle a vécu les méfaits du racisme et de l'apartheid. Donc lorsqu'elle parle de génocide, les Sud-Africains savent très bien de quoi ils parlent. Et il est malheureux de constater qu'il y a certains pays qui en arrivent au soutien à Israël, à l'entité sioniste. Et heureusement que c'est une infime minorité. C'est quelques individus seulement, alors que la majorité des pays de l'opinion publique internationale soutient la démarche de l'Afrique du Sud. Même aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, vous avez vu les manifestations de soutien et contre Israël, y compris, et c'est là le nouvel élément, y compris par des rabbins et par des intellectuels juifs qui sont absolument contre le sionisme. Il y a des choses qui changent actuellement. C'est une nouvelle génération, aux États-Unis notamment, pour ne prendre que les États-Unis comme exemple, qui est en train de changer totalement, qui n'a plus les mêmes visions que ceux qui gouvernent actuellement, qui sont en train de penser plutôt en termes de justice, d'égalité, et non pas de puissance, de règlement des problèmes simplement par la puissance armée. Monsieur Nour-Eddin Joudi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci, monsieur. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Nour-Eddin Joudi a été ambassadeur dans plusieurs capitales, ancien secrétaire général adjoint de l'OUA, actuellement Union africaine, président de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne. Dans la foulée de l'action intentée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide perpétré à Reza, une cinquantaine d'avocats sud-africains préparent une nouvelle procédure contre les gouvernements américains et britanniques pour complicité de crimes de guerre.
La Cour de justice a d'ores et déjà été saisie en juillet 2004. Rappelez-vous, le président de la Cour internationale avait alors rendu un avis consultatif caractérisant la construction du mur de séparation par l'entité d'occupation en Palestine occupée comme contraire au droit international. Les Nations Unies, la Palestine et la Ligue arabe avaient livré à la Cour diverses informations relatives à l'illégalité de cette barrière de séparation. En revanche, l'entité d'occupation n'en a fourni aucune. 19 ans se sont écoulés et le mur est bien là, en dépit des alertes, en dépit de ce qui a été dénoncé, en dépit de ce qui a été dit. Yasser Arafat évoquait un mur raciste. Ce n'est pas une simple décision, mais bien la voie prise par le monde entier aux côtés du peuple palestinien contre ce mur de séparation raciste, comme le mur de Berlin. Le mur de Sharon tombera. Cette décision de La Haye ne vaut rien. Nous sommes sous occupation et depuis 1967. Il y a eu beaucoup de résolutions comme celle-ci et dont mon père attend toujours l'application. Si seulement ce mur pouvait être aboli. Mais je n'y crois pas. Qui va le faire ? Nos dirigeants, ils sont endormis. Avec nous en ligne, à partir de Genève, Monsieur Stéphane Ziegler. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes réalisateur et producteur du film documentaire Broken. Monsieur Stéphane Ziegler, vous avez été chef de l'unité des Nations Unies de surveillance des murs frontières. De ce fait, vous avez proposé la réalisation d'un documentaire sur l'avis de la Cour internationale de justice concernant l'illégalité de la construction de ce mur d'apartheid. Quelles sont les motivations, Monsieur Ziegler, qui vous ont, entre autres, poussé à réaliser ce film? Cette histoire du film a commencé vraiment avec mon travail pendant la première Intifada. Oui. En 2002, on a trouvé des traces qui en fait sont devenues le mur de 700 km. Plusieurs années plus tard, j'ai commencé à travailler avec l'UNRWA sur la recherche des impacts humanitaires du mur qui est sur les communes palestiniennes qui étaient touchées directement par le mur. Ça m'a tellement fasciné parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur des choses pareilles. C'est vraiment une recherche qui, après, m'a rendu à faire un film sur le fait que ce mur, surtout Advisory Opinion, oui, de la Cour internationale de justice, qui a clairement dit que ce mur est illégal. C'est ça. Une décision de la Cour internationale de justice a décrété ou déclaré le mur illégal. Vous y aviez, en ce début d'entretien, indiqué qu'il y avait des indices qui indiquaient que le mur allait être construit. Vous avez évoqué une note signée par des militaires israéliens, disiez-vous, dans le nord de Jénine, que vous aviez trouvé dans le nord de Jénine. Vous vous êtes rendu sur place et vous avez été effaré par ce que vous aviez trouvé. Oui, parce qu'on ne savait pas de quoi ils parlaient. Ils ont seulement dit que ce terrain va être temporairement utilisé par l'armée israélienne. Mais personne ne savait qu'est-ce que ça veut dire, surtout pas les fermiers, les gens qui ont perdu livelihood. Et qui vous a interpellé? Qui a attiré votre attention sur cette note? C'était en fait un maire d'un petit village au nord de Jenin qui nous a appelés en disant qu'il y a des papiers un petit peu partout qui étaient affichés avec des clous sur des oliviers. Des affiches? Oui. Et sur ces affiches, on pouvait lire qu'un mur allait être... Non, en fait, ils ont seulement dit que la terre ici va être temporairement utilisée par l'armée israélienne. Pendant une année, on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Mais vous avez quand même été, on va dire, apeuré par cette décision ou par cette démarche? Dans le territoire cisjordanien, même à Gaza, quand le militaire israélien fait des choses, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. C'était déjà pas clair. Broken est un voyage à travers 3 continents à la rencontre des juges de la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, il en est beaucoup question. De diplomates, d'experts. Qui avez-vous rencontré et que vous ont dit les juges, les diplomates et les experts que vous aviez rencontrés? En premier, il faut dire que les juges ont pris le plus de temps pour notre film. Ils ont
au moyen, les 3 juges, ils ont au moyen pris 1 année et demie pour faire une recherche sur moi et sur ma production. Parce que c'est pas normal que les juges parlent aux médias, etc. Sauf dans ce cas, les juges, ils ont pris ça dans leurs propres mains 14 ans plus tard. Et ça inclut aussi des experts. Pour les juges, on était vraiment étonnés. Vous étiez étonné parce que vous ne pensiez pas que les juges allaient se prononcer sur ce sujet. Eux, ils ont donné des commentaires. Et normalement, les commentaires des juges internationaux, ils les rendent publics et ça fait partie aussi du jugement en appendice. Vous étiez étonné par cette démarche, par la démarche des juges qui, voyant qu'en dépit des décisions qui ont été prises, le mur allait être construit. Et donc, ils se sont prononcés à cet égard, Monsieur Ziegler. Ils ont se prononcé même sur, quelquefois, comment on pourrait faire les choses différemment dans la loi internationale maintenant. Mais c'est très rare. Ça, on ne trouve pas normalement dans les documentaires. Ils ne parlent pas d'un commentaire, comment on pourrait faire les choses différemment, etc. Mais eux, je pense qu'ils s'étaient vraiment pris par le fait qu'il n'y avait aucun mouvement pour inclure les conclusions du cours. Sans doute que vous l'aviez compris, Monsieur Ziegler, puisque vous vous questionnez comment expliquer que 2 résolutions de l'ONU et l'avis de la Cour internationale de justice puissent être à ce point ignorés par l'ensemble de la communauté internationale. Est-ce ceci, le fait que des résolutions, que des avis aient été ignorés par la communauté internationale, que des juges et des diplomates aient décidé de se prononcer dans votre documentaire Broken? Avec tout ce qu'on a rassemblé, avec tous les chercheurs et travaillé sur le film avec les juges et les autres, vous avez déjà donné réponse. C'est le fait que, dernièrement, c'est la communauté internationale qui devrait agir. Et eux, ils ont fait rien du tout. Alors, c'est comme à Gaza maintenant, entre les Américains, les Israéliens, la communauté internationale ne veut pas faire. C'est ça le problème. Le mur a été construit en 2002. En 2004, vous avez espérer naïvement, dites-vous, voir la fin de l'histoire du mur et son démantèlement. Vous dites naïvement pourquoi? On a un cours international, on a les avis, et après, il ne se passe rien du tout, sauf un petit peu comme le projet que j'avais à Ramallah, qui se concentrait sur la recherche ou le monitoring du mur. Mais autrement, rien du tout. Alors, pour ça, on a dit, on était déçus, mais en fait, on sait toujours un petit peu comment les acteurs se comportent. Mais maintenant, je pense que c'est nous. Ce n'est plus les États. Les États, ils font rien du tout qui est outre de leur intérêt. Quand vous dites nous, c'est la population, c'est les humanitaires, c'est qui précisément? Ça, c'est la société civile, si vous voulez, les organismes multinationaux, etc. Aussi, surtout, les grands ONG et les think tanks qui devraient agir. Et vous voyez, en anglais, c'est advocacy, mais en français, le mot, on utilise, c'est plaidoyer. Oui. Ce qui est pas 100% la même chose, mais pour l'argument, je dis que un plaidoyer doit être un plaidoyer d'action. Alors, action, advocacy. Et ne pas seulement parler des choses, mais il faut aussi des actions. Voilà, des actions, oui. Le mur, un sujet que vous connaissez mieux que personne. Vous avez été chef de l'unité des Nations Unies de surveillance des murs frontières. De ce fait, vous avez proposé la réalisation d'un documentaire sur l'avis de la Cour internationale de justice concernant l'illégalité de la construction du mur de séparation ou du mur de l'apartheid. C'est ainsi qu'il est appelé. Alors, en qualité de cela, dans votre documentaire, une phrase d'archive interpelle. Après le vote de la Cour internationale de justice, la réaction du représentant du gouvernement israélien, il dit ceci. Merci à Dieu, car le sort des Israéliens n'est pas décidé par cette Cour où l'on n'applique pas la justice, mais une perversion de la justice. Comment ceci peut-il être défini, Monsieur Ziegler? Alors, je pense, c'est l'arrogance, le premier.
premier pas. Et ça, on voit maintenant aussi, surtout. C'est une arrogance qui ne se demande jamais si peut-être on se trompe, c'est toujours les autres. Ça, c'est la psychologie d'un peuple pour l'instant, mais surtout l'expression d'un gouvernement qui s'en fout de tout le monde, une arrogance qui était toujours là, même pendant les 10 ans que j'étais là où il n'y avait pas beaucoup de conflits, mais toujours dans les checkpoints. Le comportement était toujours le même, du petit soldat au chef d'État, etc. Mais je pense que peut-être ça changerait maintenant. L'arrogance est née d'un soutien politique. Le mur en lui-même est politique. Oui, surtout qu'il reste debout et n'est pas démantelé. Oui, c'est ça. Monsieur Stéphane Ziegler, à propos de votre documentaire Broken, un commentaire qui m'a interpellé. Je vous le cite. Si le droit international était aussi solide que le mur, il n'y aurait pas eu de mur. C'est moi qui parle, mais ça c'est moi. C'est ça. Autant comme quelqu'un qui a un grand savoir, expérience et tout, je peux dire ça parce que notre travail était basé, le travail du monitoring du mur était basé sur la loi internationale. Oui. Et c'est pour ça le résultat était que j'ai vu, il n'y a rien qui change. Je me suis dit, un film peut être mieux pour changer la vie des personnes et en fait pour l'action. Vous êtes resté combien d'années en Palestine occupée ? Presque 10 ans. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, il y a eu la saisine de la Cour internationale de justice, les uns et les autres se sont prononcés? Est-ce que vous notez un changement dans les comportements? Le comportement, ça c'est difficile à dire parce qu'on voit je veux dire, quand je dis comportement, je veux dire, est-ce qu'il vous semble que les Israéliens, en qualité de puissance d'occupation, de force d'occupation, sont moins sûrs, moins arrogants aujourd'hui? Non, alors surtout pas pour le moment, c'est pas apparent. Sauf une chose qui m'a vraiment frappé, et c'est une chose très, très positive pour moi. Oui. On parle de la loi internationale, pas d'une poubelle publique, on parle de la loi internationale, d'un instrument qui a beaucoup de potentiel si c'est implémenté. Mais l'on parle aussi de la loi internationale et du droit international bafoué par ailleurs, Monsieur Stéphane Ziegler. Oui, mais comme vous avez dit, c'est la politique et pas la loi. La loi existe et la politique l'utilise, mais c'est pas la loi. La loi, c'est à nous de décider de l'utiliser. Monsieur Stéphane Ziegler, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur Stéphane Ziegler. Stéphane Ziegler est réalisateur, producteur du film documentaire Broken, un voyage palestinien dans le droit international. Ont participé à ce programme Noreddin Joudi, ancien ambassadeur d'Algérie dans plusieurs capitales. Il est président de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne. Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général à l'ONU. Stéphane Ziegler, réalisateur et producteur du film documentaire Broken, un voyage palestinien dans le droit international. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.